Salut à tous. Après avoir pondu une vidéo sur les 5 meilleurs films Dragon Ball, mon top personnel, eh bien aujourd'hui je me suis dit que je vais vous proposer le contraire. Les pires films Dragon Ball. Mais que je prends quand même un malin plaisir à regarder. Alors peut-être pour certains ça sera vos films préférés, pour d'autres les films que vous détestez le plus, ou peut-être nous aurions le même avis, qui sait. Si la série principale a su marquer des générations de spectateurs avec ses combats légendaires et ses personnages inoubliables, certains des films ont malheureusement laissé un goût amer. Entre bon scénario bancal, incohérence avec l'intrigue de la série et personnages peu mémorables. Ces films ont déçu même les plus fervents admirateurs de Son Goku et ses amis. Tiens d'ailleurs en commentaire, sachez que j'attends votre top personnel mais aussi vos avis concernant la qualité médiocre de cette vidéo et de ce top. Bon, posez-vous un instant et découvrons ensemble les pires films Dragon Ball. Dragon Ball Z, l'offensive des cyborgs ou Dragon Ball Z, la bataille de l'extrême, les trois grands Super Saiyans, est un film d'animation japonais réalisé par Kazuhito Kikuchi, sorti en 1992. Nous sommes dans une période ayant l'ère de l'arc Android. Bien que C-17 ait éliminé le Dr Gero, l'ordinateur de celui-ci a fabriqué 3 cyborgs, C-13, C-14 et C-15. Les deux derniers sont les premiers réveillés et ils sèment la pagaille dans une ville où Goku fait les boutiques en famille pendant que Kame Sennin, Krillin, Oolong et Trunks du futur font la queue pour rencontrer des modèles féminins. Ouais. Les cyborgs souhaitent pour accomplir leur mission éliminer le premier Saiyan, Son Goku. Les deux guerriers Goku et Trunks confrontent leurs deux ennemis puis leur suggèrent de se battre au pôle Nord afin de ne pas détruire toute la ville et blesser des innocents. Plus tard, C-13 se réveille à son tour et fait son apparition. Elle combat Goku pendant que Trunks du futur se charge des deux autres. Vegeta vient ensuite à la rescousse de son rival et doit combattre C-15. Après un suspense de folie, voici que nos Saiyans sont transformés en Super Saiyan. Trunks et Vegeta réussissent à éliminer leurs adversaires rapidement alors que Goku a bien du mal avec le sien, mais reçoit le renfort de Piccolo et de ses deux compères. Hélas, C-13 récupère les composants électriques de ses deux semblables et se transforme en monstre surpuissant. Sa nouvelle puissance lui permet de surclasser ses 4 opposants, allant même jusqu'à corriger sévèrement Goku. Ce dernier crée un Genki Dama géant, l'absorbe avec sa puissance de Super Saiyan, ce qui le rend invincible. Il élimine donc facilement C-13 et désactive l'ordinateur du savant à distance de par son coup de poing surpuissant. Et voilà, fin. Le film est relativement court et le scénario tient vraiment avec 2 bouts de ficelle. Bon, que sont les problèmes de ce film, qui visiblement souffre de plusieurs problèmes qui nuisent à sa qualité globale. Tout d'abord, le scénario est relativement prévisible et manque de profondeur. L'intrigue, bien qu'elle présente des ennemis intéressants, n'apporte pas grand chose de nouveau à l'univers Dragon Ball Z. Les cyborgs C-13 et C-14 ne sont pas particulièrement mémorables ou bien développés, et leur motivation reste superficielle. Leur seul but semble être de détruire et tuer Son Goku, ce qui les rend moins intrigants que d'autres antagonistes de la saga comme Freezer ou Cell. En fait, c'est une redite de C-17, C-18 et C-19, mais de chez Temu. De plus, le film manque de développement pour les personnages secondaires. Trunks et Piccolo, qui sont pourtant des combattants importants, n'ont qu'un rôle marginal dans cette histoire, ce qui limite l'impact émotionnel des batailles. L'attention se concentre trop souvent sur Goku, et ce qui, bien qu'attendu, prive les autres personnages de véritables moments de gloire. D'ailleurs, Gohan ne prend pas part à la bataille. Pourquoi? Il a sa place largement dans ce récit, surtout qu'à ce moment-là, même si ce n'est pas canon à la série, eh bien Gohan s'entraîne aux côtés des Piccolo et Goku en Super Saiyan. Il possède donc une puissance qui est relativement intéressante et sûrement utile face aux cyborgs. D'ailleurs, pour revenir à Son Goku, et d'ailleurs aussi tous les autres guerriers de la Z-Team, pourquoi ce build-up sur le Super Saiyan? On connaît cette transformation. Et d'ailleurs, ce que je vous dis là ne vous sera pas forcément inconnu, parce que le chef Otaku en avait parlé dans sa critique de ce film. Mais c'est un vrai problème, c'est la vérité. On n'est pas à l'époque d'avant l'arc Android, on est à une époque où l'on connaît l'existence du Super Saiyan. C'est complètement démocratisé et puis c'est pas si compliqué de se transformer. Ce qui à mon avis démontre bien là le vide absolu du film. On a tellement peu d'éléments scénaristiques sur lesquels on peut s'appuyer ou on peut faire des rebonds qu'on utilise juste le Super Saiyan comme élément clé de récit, comme rebondissement inattendu. Donc on se dit bien là qu'il n'y a pas beaucoup d'idées. Fallait faire un film pour faire un film en fait. Un mot sur l'animation qui pour moi ne me donne qu'un mot à dire, bancal. Tantôt on aime ces beaux plans, tantôt c'est pas joli franchement. Bon, un peu de positif car je vous rappelle que ces films sont mauvais intrinsèquement, mais je prends quand même un malin plaisir à les regarder. Je kiffe le look de C-13, ses attaques et sa transformation, sur une sorte de prototype de Broly. Ensuite les décors et le côté apocalyptique qui apparaît dès l'arrivée des cyborgs, ce qui vient trancher avec les quelques blagues du début du film me plaît beaucoup. Bien que ce film fasse cahier des charges, eh bien à moi il m'offre une dose de ce que j'aime parfois chez Dragon Ball. Pas seulement l'histoire ou la morale qui s'en dégage, ce qui parle à ma part d'adulte, mais aussi le côté transformation, explosion, combat, qui là vient parler directement à ma part enfant.
En fait, ce film, c'est comme manger un bon McDo. Une fois de temps en temps, ça fait plaisir, mais peut-être pas à regarder trop souvent. Bon, je sais pas si la comparaison, ni voire même l'analogie est bonne, mais en tout cas, je me comprends. Les combats sont quand même assez nerveux et plutôt violents. On a des scènes un petit peu hardcore, ce qui fait plaisir et s'inscrit bien dans le DBZ violent et sanglant de l'époque. Bon, j'abuse un petit peu des adjectifs, mais vous m'aurez compris. En conclusion, retenez juste que l'offensive des cyborgs est un film Dragon Ball Z qui, tout en étant agréable à regarder pour les fans des combats intenses et des transformations en Super Saiyan, et encore, vu le build-up foireux qu'on nous propose sur cette transformation, le tout reste assez faible en termes de scénario et de développement de personnages. Pas mal de choses semblent tirées par les cheveux, Goku et les autres qui galèrent à battre les cyborgs, et ce dénouement complètement simple du Genki-Dama encore une fois, c'est pas ouf. Hormis que là, l'abus est présent avec un Goku qui absorbe le Genki-Dama, nous offrant ce look dégueulasse. On dira. C'est un film qui divertit mais qui ne parvient pas à se démarquer parmi les nombreux films de la saga. Si vous êtes un amateur de combat, vous trouverez sans doute votre compte, mais si vous cherchez une histoire plus aboutie, ce film risque de vous laisser sur votre faim. Dragon Ball Z rivaux dangereux ou Dragon Ball Z un dangereux duo, le super guerrier ne dort plus. Avouez vous kiffez quand je fais ça. Ou Dragon Ball Z le retour de Broly, c'est le 10e film estampillé Dragon Ball, c'est un film d'animation japonais réalisé par Shigeyasu Yamoshi, sorti en 1994. Bon, le film prend place, il semblerait, durant l'arc Great Saiyaman, sans qu'il soit canon, bien entendu. Broly a miraculeusement survécu à son combat contre Goku, il y a 7 ans. Arrivé sur Terre, le Super Saiyan légendaire est prisonnier des glaces, et en parallèle à la recherche des Dragon Ball, Sangoten, Trunks et Videl tombent sur un village peuplé de pauvres habitants. Le vieil homme leur raconte que leur habitat est menacé depuis des semaines par un dinosaure. Le trio se propose donc de leur en débarrasser, en échange de la Dragon Ball que détient le prêtre. Alors qu'il tente une embuscade à la créature, Videl gifle Goten qui voulait se nourrir. Mais les pleurs du jeune Saiyan réveillent Broly, qui se libère de sa prison de glace. La jeune femme donne alors un gâteau à Goten pour qu'il cesse ses pleurs, puis le dinosaure débarque, et les deux jeunes Saiyans l'assomment et tiennent leur promesse. Le lendemain, Broly part à la recherche de Goten, croise Videl, dont il s'en défait rapidement d'ailleurs, puis engage le combat avec les deux Saiyans, qu'il bat sans difficulté. Mais Son Gohan vole à leur rescousse et découvre que son vieil ennemi est toujours vivant. Il décide alors de l'affronter, mais hélas, il ne fait pas le poids. Il protège ses 3 camarades d'une attaque de son adversaire, mais l'explosion les blesse et les rend inconscients. Enragé, Gohan se transforme en Super Saiyan 2, envoie Broly dans la lave et est sauvé de justesse par Krillin. Malheureusement, son adversaire est toujours là. Ce dernier envoie valser Krillin avant de torturer le jeune Saiyan. Le Super Saiyan légendaire prépare sa plus puissante attaque pour en finir, mais Gohan tente de le repousser avec son Kamehameha et reçoit le renfort de son frère cadet. Puis grâce au Dragon Ball, Goku fait son apparition aux côtés de ses fils et les aide à vaincre Broly avec un triple Kamehameha. Bien que ce film bénéficie d'un certain attrait en raison de la popularité de Broly, il est également loin d'être exempt de défauts. Cependant, le retour de Broly présente vraiment plusieurs défauts qui nuisent à sa qualité globale. Le scénario est l'un des aspects les plus faibles du film, j'en reparlerai plus tard, mais disons que c'est correct encore, on va dire. L'histoire est assez basique, peu innovante, comparée au premier film qui lui est incroyable de par son lore inédit. Broly, qui a survécu à sa défaite dans le premier film, refait surface sur Terre et cause une nouvelle catastrophe, donc il n'y a pas de réelle évolution pour son personnage et ses motivations restent peu claires, hormis une simple volonté de vengeance et surtout de destruction. Ça donne un côté répétitif au film car Broly apparaît avant tout comme une machine de guerre inarrêtable, sans véritable justification psychologique ou émotionnelle. De plus, l'absence de développement des personnages secondaires comme Trunks ou Goten ou même Vegeta est un autre point négatif. Mais que fait Vegeta? Où est-il? On n'en sait rien et c'est bien dommage. Il aurait eu sa place bien méritée face à Broly, histoire de prouver qu'il n'a plus peur de lui et qu'il est passé au-dessus de ses appréhensions. Goku et Gohan sont bien sûr au centre de l'intrigue, mais les autres Z-Fighters semblent relégués à des rôles secondaires, et leur impact sur l'histoire est limité. Ce manque de profondeur dans les personnages rend le film un peu mécanique et empêche d'obtenir une réelle dynamique de groupe, qui est pourtant l'un des points forts de la série Dragon Ball Z. Et puis les quelques blagues sont pas ouf, on va pas se mentir. La relation père-fils entre Goku et Gohan par exemple est présente, mais elle n'est pas vraiment exploitée à son plein potentiel. Il en va de même pour les autres interactions qui semblent superficielles et manquent de la profondeur émotionnelle que l'on retrouve dans la série principale. Néanmoins, j'aime ce film, je vous jure. De toute la liste, c'est celui que je trouve le plus cool en fait. Il faut s'avouer que ce coup-ci, le scénario tient un peu mieux la route que certains autres films que je vous ai présentés précédemment, même si, comme dit auparavant, c'est juste passable. On nous offre une thématique redondante à cette époque, mais tout aussi intéressante, l'héritage, et ce qu'on doit en faire. Je dis redondant car après un arc Cell et le film 9 mettant en scène Gohan en solo pour la première fois, on avait déjà fait le tour, j'ai l'impression.
Mais bon, là ça prend une dimension différente au vu de la présence des deux fils de Son Goku, donc j'aime, et ceci offre un peu plus de profondeur que ce qu'on voudrait nous faire croire à propos de ce film. L'ambiance est cool, et puis franchement, ce triple Kamehameha, qui n'en a pas parlé à la cour de récré, c'était magique et iconique. Je vous l'accorde, posez juste votre cerveau et appréciez le spectacle. Le combat de Broly vs Gohan c'est super intéressant, même si Gohan se fait allumer. Broly, toujours aussi puissant et incontrôlable, est un adversaire redoutable, ce qui crée une tension palpable tout au long du film. Ça marche toujours aussi bien. Son pouvoir de Super Saiyan légendaire combiné à sa nature presque inhumaine en fait un personnage à la fois fascinant et terrifiant. Les scènes de destruction et d'affrontement sont viscérales avec une animation fluide qui reste plaisante pour l'époque. J'aime bien comment ça s'enchaîne et honnêtement on ne s'ennuie pas beaucoup. Dragon Ball Z le retour de Broly c'est surtout un film qui s'adresse principalement aux fans de combats épiques et de pouvoirs démesurés. Si l'action et l'intensité des affrontements entre Broly et Z-Fighter offrent un spectacle appréciable, le film souffre d'un manque d'originalité. Broly, bien qu'impressionnant par sa puissance, reste un personnage unidimensionnel, ce qui rend l'intrigue assez prévisible et répétitive. De plus, l'absence de développement pour les personnages secondaires et la focalisation sur l'action plutôt que sur les aspects émotionnels ou psychologiques du récit limitent l'impact du film. Si vous recherchez une aventure plus réfléchie ou un développement plus poussé des personnages, je crois que vous risquerez d'être déçus. Dragon Ball GT 100 ans après, ou une autre vision de Goku, la preuve de son courage et la boule à 4 étoiles, est un téléfilm d'animation japonais réalisé par Yoshihiro Ueda et Hidehiko Kadota, diffusé sur Fuji Television en 1997. Oui, ce n'est pas un film en soi, mais je le classe en tant que tel, sinon le titre de la vidéo sera un peu à rallonge. L'histoire se déroule 100 ans après les adieux de Son Goku dans l'épisode 64 de Dragon Ball GT. Son Goku Jr., petit-fils de Pan, part à la recherche des Dragon Balls pour soigner sa grand-mère malade. Alors trouillard et manquant de courage, il va avoir affaire à son camarade d'école Pac et à sa bande dont il est le souffre-douleur, et faire surgir en lui la puissance Saiyan permettant d'assurer la relève qu'espérait Son Goku à la suite de cette aventure. À la fin du film, se trouve un dialogue entre Son Goku et Son Goku Jr., à la fois comique et poignant puisqu'il clôt une fois pour toutes les histoires de Son Goku. Ce dernier apparaît subitement devant son arrière-petit-fils comme il l'appelle, et lui explique comment fonctionnent les Dragon Ball. Un plan identique apparaît comme au début de la série, un Son Goku priant devant la boule à 4 étoiles de Son Gohan. Comme à son habitude, Son Goku disparaît subitement en faisant un dernier adieu à Son Goku Jr. Bon, vous voyez, c'est un peu court comme résumé parce que il n'y a pas grand chose à raconter. Le scénario, il est pas ouf en soi. Même s'il a introduit une nouvelle génération, ça tient quand même sur un bout de post-it et aussi je trouve qu'on se fait chier durant la durée du film. On tente de faire parler notre fibre nostalgique. Alors mais que ce film est sorti tout de suite avant la fin de Dragon Ball GT. Ce qui empêche déjà tout sentiment nostalgique. Surtout que c'est une tentative ratée car la nostalgie est à mon sens déjà au cœur de Dragon Ball GT. Et aussi c'est clair, mais qu'est-ce qu'il a pu se passer dans ce monde? Où sont tous les guerriers? Mais de qui est issu Goku Junior finalement? Pour ma part, c'est vraiment une réalité alternative. Un scénario, on va dire, apocalyptique. Où face à Omega Shenron, nos guerriers ont tous péri et donc il ne resterait que Pan. Donc ça serait comme une sorte de réalité alternative, un peu à la manière du monde apocalyptique de Trunks du futur. Mais en soi, on nous l'explique jamais, donc il est plutôt clairement à peu près établi que c'est canon à ce qu'on a vu dans la série Dragon Ball GT. Attention. Cela pose quand même une sacrée incohérence, surtout qu'on nous explique rien. Ce que j'aime pas, c'est vraiment qu'on démystifie la transformation du Super Saiyan. D'habitude, il nous faut un gros drama, un événement tragique, une colère intense, mais là en soi on assiste à un événement plutôt basique, voire même où il n'y a pas beaucoup d'enjeux. Alors oui, il a besoin de la Dragon Ball pour sauver sa grand-mère, mais pour moi ça ne justifie pas assez l'accès à un tel stade légendaire. L'idée que j'ai, c'était plutôt d'inclure le fameux épisode où Goku Junior affronte Vegeta Junior durant un Tenkaichi Budokai, à la toute fin du film. Et donc, pour revenir au Super Saiyan, c'était plutôt de conserver ça pour le tournoi à la fin. C'est-à-dire, voir nos deux descendants de Goku et Vegeta combattre comme des fous, se pousser dans leur dernier retranchement, et ainsi les deux débloquer leur transformation Super Saiyan. Je crois que ça donnerait plus de poids pour la fin, et ça nous délivrerait aussi un magnifique message d'espoir pour la nouvelle génération, au lieu de mettre ça comme le film nous le montre, tout simplement. Oui, le film part un peu dans tous les sens, mais franchement, il y avait quelque part mieux à faire en toute objectivité. Après ce que je viens de vous dire, vous êtes sûrement en train de penser que je déteste ce film. Pourtant, je prends quand même un plaisir à le regarder, car déjà j'aime bien les personnages. Ils sont attachants, ça rappelle les premières heures de Dragon Ball, rythmées d'aventures et d'ennemis simples. Et c'est tout con, mais l'apparition de Goku dans le film donne beaucoup d'espoir et c'est plutôt émouvant. Pour revenir aux personnages, j'adore Goku Junior et Pan, mais aussi leurs relations. Et pour me faire aimer Pan, c'est dur, car je la déteste de base dans Dragon Ball GT. Donc c'est un sacré tour de force. Ce film donne aussi une nouvelle dimension à la thématique d'héritage qui est plus lourde de sens et à portée, car il reste seulement 2 Saiyans qui vont devoir protéger ce monde. Le film offre également un moment poignant en retraçant l'héritage de Goku à travers son arrière-petit-fils, Goku Junior,
et sa quête pour sauver Pan. Ce thème de la transmission des valeurs et du pouvoir d'une génération à l'autre, c'est aussi un point qui touche à l'essence de Dragon Ball, je vous rappelle. Et le film parvient à évoquer cette idée de manière relativement assez émotive. La présence de ce Goku Junior, un jeune garçon timide mais courageux, c'est un moyen de faire revivre l'esprit de Goku sans nécessairement le ramener en tant que personnage principal. Bien que ce personnage soit loin d'être aussi charismatique ou puissant que son ancêtre, sa progression tout au long du film, de l'enfant hésitant au combattant déterminé, donne un certain charme à l'histoire. De plus, l'animation, bien que relativement simple et datée pour l'époque, reste fidèle au style de Dragon Ball GT. L'ambiance reste malgré tout chill, mais ça se laisse regarder une après-midi pluvieuse avec un thé. Mais si vous souhaitez quelque chose de plus nerveux, bon bah, mettez-vous le film Fusion. Hein. Dragon Ball GT 100 ans après, c'est un film qui vise à clore l'histoire de Dragon Ball GT tout en explorant la nouvelle génération. Mais il ne parvient pas à capturer la magie des films précédents de la saga. Le film manque en soi d'originalité et d'enjeux véritables surtout, et son rythme linéaire et sa simplicité narrative ne font que le rendre oubliable. Ce film plaira principalement aux fans les plus nostalgiques de Dragon Ball GT, mais il risque de décevoir ceux qui attendent un film plus abouti sur le plan narratif et émotionnel. En fin de compte, 100 ans après est une œuvre mineure qui n'ajoute pas grand chose à l'univers Dragon Ball, qui se contente d'offrir une conclusion gentille, mais peu marquante à l'aventure de Goku. Dragon Ball Z, la menace de Namek ou Dragon Ball Z Son Goku le Super Saiyan est un film d'animation japonais réalisé par Mitsuo Hashimoto sorti en 1991. Le film prend apparemment place après les événements survenus sur Namek. Mais en vrai difficile à dire car malgré la mention de Freezer, le Super Saiyan semble être découvert pour la première fois, enfin le faux Super Saiyan du coup. Le jeune Saiyan siffle, mais le Namek ne supporte pas ça et ordonne à son disciple de s'arrêter. Pendant ce temps, une comète peuplée d'ennemis s'approche et menace de détruire la Terre. Son Goku et Krillin tentent de la dévier avec un Kamehameha combiné, ainsi que les autres planètes. Ok, pourquoi pas. Son Gohan et sa mère Chichi battent facilement les soldats, mais elle est neutralisée par l'un d'entre eux, le Dragon Radar volé à Bulma, après avoir lu dans les pensées de la Terrienne. Une fois la mission accomplie, il demande à Shenron la jeunesse éternelle et son vœu est exaucé. Ensuite, un de ses appareils répand un nuage sur toute la surface du globe, transformant la planète en terrain glacial, ce qui tue les animaux et les plantes. Et recouvrant le soleil, qui est le point faible de ses soldats. Son Gohan les affronte seul, mais Piccolo arrive en renfort. Le Namek élimine sans difficulté Zun, mais son disciple a bien du mal avec Metamacha. Anguira, ce dernier, bombarde le Namek qu'il protège, mais sont vite vaincus par Son Goku venu les rejoindre avec Krillin. Puis vient Slug, celui-ci met très facilement le terrien hors d'état de nuire sans effort, et donne du fil à retordre au Saiyan qui malgré son dur entraînement n'est pas de taille. Alors qu'il est sur le point d'en finir avec son adversaire, ce dernier se transforme en faux Super Saiyan et reprend le dessus jusqu'à ce que le Namek devienne un géant, renversant encore la situation. Piccolo l'aide en demandant à Son Gohan de siffler qui s'exécute, ce qui affaiblit l'ennemi. Il donne ensuite son énergie à Goku qui parvient à transpercer son adversaire et l'élimine finalement avec un Genki Dama. Les motivations du méchant sont complètement nulles, mais genre pour de vrai. Alors oui, il veut les Dragon Ball afin de redevenir jeune et puissant, et aussi il veut conquérir la Terre afin de l'utiliser comme véhicule. Apparemment, il n'en a pas assez de son vaisseau, et surtout, je sais pas pourquoi il veut voyager sur une planète. Tu veux pas te construire un véhicule? De plus, certains retournements de situation sont plutôt prévisibles et mal amenés. Goku qui se transforme, c'est ok, mais finalement après Slug prend l'avantage car Goku se rend compte que Slug est Namek comme Piccolo, du coup il va annuler sa transformation. C'est un peu mal écrit, encore une fois la facilité scénaristique. Surtout qu'après on a le culot de nous offrir une résolution des plus simples. Encore une fois un Genki Dama, mais avec le soleil cette fois-ci. Et oui, la Terre n'a plus d'énergie. C'est spécial. Mais bon, en tout cas, j'aime vraiment beaucoup l'ambiance apocalyptique qui se dégage de ce film. Avec ce méchant qui est un Namek maléfique. J'ai l'impression de revivre l'arc Piccolo Daimao. J'irais même jusqu'à vous dire, j'aurais l'impression de voir ce qu'aurait pu être l'arc de Piccolo, en fait, dans Dragon Ball Z. Tout est esthétique, et permet de mieux enrober le film, que ce soit avec les techniques, le charisme, la prestance du méchant, ou bien la transformation de Son Goku, en faux Super Saiyan, qui pendant longtemps est resté un mythe. Ceci donne une valeur et bien réalisée à mon sens. Bon, ça ne vaut pas celle sur Namek, sa vraie transformation en Super Saiyan, mais il faut reconnaître que c'est pas mal. J'aime beaucoup aussi l'implication de Piccolo, et c'est des toutes premières heures. Celle d'avant l'arc Android bien sûr. Ça me donne comme une réminiscence de l'arc Namek mais raconté différemment. J'apprécie grandement, ça fait prolonger le plaisir de cet arc légendaire, et les combats sont plutôt bien animés. Pour l'époque ça ressemble à où les fans de la série pour ses scènes d'action épiques et ses personnages iconiques. Cependant, il ne propose ni une intrigue mémorable ni une grande innovation. Pas de la sorte, et ben il y aurait eu matière à faire un film tout aussi iconique que par exemple le film 3 sur Thalès, qui pour moi fait partie des meilleurs. Et voilà, c'était tout pour ces pires films. D'ailleurs, en commentaire, j'attends encore une fois votre retour. Pour vous, quel est le vrai pire film de Dragon Ball?
Il y en a beaucoup dont je n'ai pas parlé qui réellement sont oubliables et sont plus que nuls. Par exemple le film Battle of Gods, que je trouve pas ouf, mais aussi le film Résurrection de F qui est mauvais, et justement, si je n'en ai pas parlé, c'est que je n'ai pas d'affection particulière pour ces films. Ils sont à mon sens juste mauvais quoi. Vraiment, je tiens à ce que vous sachiez que les films dont j'ai parlé, il y a vraiment un peu de nostalgie, il y a un petit peu de tendresse à leur égard. Mais qu'en même temps, je vous apporte une critique plutôt objective, car je ne suis pas aveugle non plus. Le but étant simplement de vous faire voyager, vous donner un peu de nostalgie et surtout d'échanger autour de ces films. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à soutenir la chaîne, un abonnement, un partage, un commentaire, ce que vous voulez. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, sur ce, ciao les amis.